Bonjour, nous sommes le 25 mars 2026. C'est un petit retour que je fais pour faire des tests, pour voir ce qui arrive quand on masque une chaîne, puis qu'on la démasque un bout de temps après. Puis je me rends compte que YouTube, je vois plus mon logo, je vois plus rien. Donc c'est digne d'une technologie de Californiens. Hein? Des Californiens de films, des vrais stéréotypes, ces gens-là. La Silicon Valley. Hein? C'est tellement mal fait, mais de nos jours, avec la technologie dont on dispose, on se rend compte que le problème n'est pas lié au support. Il est lié à ce qui se manifeste dessus, comme peut-être je suis un exemple en ce moment. Donc, par rapport à les derniers mois, ça a été de prendre un certain pas de recul aussi. Bon, c'est sûr qu'on est toujours un peu plus de bonne humeur après avoir fourni certains rapports. Hein. Bon, il y a aussi le fait que j'avais des choses à voir importantes pour moi, donc pas importantes en général. Mais il reste qu'il faut y voir pareil. Par rapport à la suite de tout ça, l'important c'est que je pense que je vais toujours revenir tant que je serai capable, de la même façon que je vais toujours partir de temps en temps. L'affaire, c'est que je comprends rien à comment fonctionne YouTube. Je suis pas un YouTuber. Mais alors là, pas du tout. J'en ai ni la mentalité, ni la façon, ni l'intérêt. Mais il reste que il faut être avec son temps, dit-on. Il faut être de son temps, dit-on. Donc, je fais un effort. Je fais mon possible. Un effort comme quand vous avez mal au cœur, puis il faut vomir pour aller mieux. L'affaire, c'est pas... bon, peut-être que l'image est un peu forte, mais il reste que de temps en temps, il faut faire un effort pour comprendre son époque, sinon on est vite dépassé, surtout quand on l'est déjà, qu'on l'a toujours été. Peut-être parce qu'on est d'avance, quand on regarde les derniers événements. Par rapport à nos pseudo-spécialistes, comme on a au Québec, qui nous font honte jusqu'en Europe, supposément que tout d'un coup, là, le grand Israël, c'était pas si pire que ça qui était dit. Par après, c'est pas ça le projet, ça l'a jamais été. Puis finalement, certains s'accordent des cotes pour se donner raison, selon des pourcentages que je trouve très exagérés. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont clairement étudié en communication, parce qu'il a été question que certaines personnes auraient étudié en symbiologie, ou mythologie populaire, ce genre de choses-là, des sciences humaines inutiles jusqu'à un certain point. Mais quand on regarde par rapport au reste, ce qui ressort surtout, c'est des tactiques de gens qui ont étudié en communication. Donc, moi, ce que je remarque, c'est qu'on se sert de certains biais psychologiques pour s'auto-confirmer possiblement, mais seuls les faits comptent. C'est seulement les faits comptent. Donc, il va y avoir distorsion des faits. Donc, on nous disait, on ajuste le discours pour justement continuer un agenda de garder jusqu'à un certain point, par exemple, les Québécois, qui est un terme que j'aime pas, qui est apparu après la Révolution tranquille, mais disons, les Canadiens français qui vivent au Québec, les garder divisés jusqu'à un certain point parce que, à cause de, selon moi, des agents qui ont une formation en communication et qui vont faire en sorte qu'il y a des magas ici. Il y a des magas ici et ils sont aussi délirants, à mes yeux, ils sont aussi délirants que des chrétiens évangéliques du fin fond de la Virginie, par exemple. Parce que beaucoup de choses ne passent pas l'épreuve des faits, mais alors là, pas du tout. Et pourtant, on continue à nous servir un narratif MAGA de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que justement, ça passerait pas l'épreuve des faits. Donc, il faut réadapter le discours tout le temps. On nous disait que 2025, par exemple, serait une année de paix, ce
que j'ai vu répéter un peu partout et c'est pas du tout ce que je voyais poindre. Mais alors là, pas du tout. Ça fait une dizaine d'années que je disais que ma crainte à moi, c'était qu'il y ait une guerre avec l'Iran. Et maintenant, on y est. Donc, qu'est-ce qui va arriver par rapport à la suite des choses, mais surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que oui, la réalité est complexe. C'est pas nécessairement que c'est compliqué, mais oui, il y a de la complexité là-dedans. Par rapport à ce qu'on voit au niveau des Américains, pourquoi j'ai tout le temps craint une guerre avec l'Iran, c'est que j'ai toujours été persuadé qu'elle était à l'agenda depuis longtemps. Depuis longtemps, même à l'époque de la première guerre du Golfe avec Bush père, il y avait eu avant une tentative, justement par la CIA, qui ont aidé le parti Baas à mettre Saddam Hussein au pouvoir aux États-Unis en Irak, par rapport justement à une compétition liée à l'Iran. Mais là, une compétition, je dirais, c'est plus une guerre territoriale liée à l'énergie. On entre dans des guerres liées à l'énergie. C'est la ressource. Et puis, on le voit en ce moment de plus en plus. Donc, par rapport à tout ça, moi, j'ai toujours considéré qu'il y aurait une guerre avec l'Iran, que c'était inévitable. Pourquoi? Tant que certaines personnes, certains groupes, certaines cliques allaient être ceux qui décident qui allaient rester en poste. Or, ce qu'on voit par exemple au Moyen-Orient, oui, il y a clairement des fausses chicanes. Là, c'est là que je suis d'accord avec nos communicateurs. Par exemple, comme quand M. Trump euh, a essayé de créer une sorte de petite chicane avec l'Angleterre par rapport à leur base. Et puis, alors que, clairement, au niveau logistique, par rapport au niveau stratégique, même tactique, il y a la signature de l'Angleterre. Dans la façon dont ça a été manœuvré, en tout cas au début, les premières frappes, ils fournissent clairement une intelligence, bon, en tout cas, vous voyez un peu ce que je veux dire, j'ose l'espérer, mais moi je trouve qu'il y a la griffe des services anglais dans tout ça. D'ailleurs, par rapport à l'Iran, la chute du chat, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. On dirait la création d'un ennemi jusqu'à un certain point. D'ailleurs, certains représentants de l'élite religieuse iranienne auraient étudié en Angleterre, et puis bon. Donc, il semblerait que oui, il y aurait eu la création d'un ennemi, en même temps que, bon, c'est des jeux de dupes un peu. Là, on aboutit à l'apogée de tout ça. Les Iraniens, surtout ethniquement, sont des Perses, donc depuis très longtemps en opposition avec ce qu'on appelle les Arabes. Il y a aussi le fait que ce sont des chiites. Si vous regardez les monarchies du Golfe, que vous regardez au niveau de l'histoire, comment l'Angleterre a toujours joué un rôle très important. D'ailleurs, autour de la Mecque, dans ces royaumes sunnites-là, les grands hôtels qui sont bâtis ont quelque chose de londonien dans leur architecture. Entre autres, si vous regardez aussi par rapport au fait que si vous regardez au Moyen-Orient, Israël qui était territorialement une ancienne colonie anglaise dont on connaît la genèse. Et puis, moi, j'y vois une sorte de théâtre qui est depuis plus de 75 ans, se prépare. Les Américains sont le bras armé. La cervelle est anglaise. Et je suis pas d'accord avec ce qu'on essaie de nous faire croire qu'Israël serait aux commandes tant que ça. Ils voient leurs propres intérêts aussi, mais c'est des jeux de dupes. Non, Israël viendra à endosser, comme souvent, un rôle de bouc émissaire. Donc, ce qui se joue en ce moment est pas
plus inquiétant que ça l'était. De toute façon, ça ne pouvait pas faire autrement que d'arriver. Ce qui est intéressant de constater par rapport à nos gens qui ont étudié nos communicateurs, c'est que on nous disait depuis des années que jamais il y aurait de guerre sous Trump avec l'Iran, que c'était l'État profond qui voulait ces guerres-là, et que blablabla. Bla, bla, bla. Donc, pour être franc, ce que je considère comme le plus logique, c'est que depuis des décennies, les gens qui réussissent à se rendre à la présidence aux États-Unis sont filtrés selon est-ce qu'on les tient, est-ce qu'on les tient pas. Et je pense sincèrement que Donald Trump est un idiot utile, qu'il est tenu, qu'il est manipulé, qui son entourage aussi sert de bouc émissaire. J'ai beaucoup de difficultés à croire que réellement Pete Hegseth réellement aurait un pouvoir décisionnel tant que ça. Ça me paraît grotesque. Quoique oui, il va y avoir une certaine marge, puis par après, bon, on fait porter le chapeau et on s'en débarrasse. Un peu ce qu'on a vu avec Kristi Noem, Pam Bondi, possiblement prochainement, Patel, on les utilise et on s'en débarrasse. On les utilise et on s'en débarrasse. L'affaire, c'est que si on voit ça, comme certains communicateurs nous le montrent, comme une stratégie, puis qu'on regarde les supposés buts de cette stratégie-là, c'est tout à fait illogique et contre-productif, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, par rapport, vous savez, toutes les promesses qu'il y avait eu de faire baisser l'inflation, et puis possiblement, si les choses continuent à s'envenimer, on s'en va vers du pétrole à, je dirais, peut-être 180 $ le baril de Brent. Donc, l'inflation va suivre. C'est en accord avec, selon moi, un certain plan. Donc, par rapport au... Il semblerait que des gens ont été mis de l'avant avec des techniques liées au populisme pour les mettre au pouvoir en prétendant qu'ils allaient défendre ce qui est leur marionnettiste au fond. Donc, est-ce que tout ça va empêcher certains événements qui avaient été prévus avant? Non, ça nous précipite dedans et ça va servir de prétexte. Donc, c'est très, très bien fait. C'est très bien fait. C'est difficile même d'imaginer à quel point la finesse de ça. D'ailleurs, Psychological Warfare de 1939, dans les derniers mois, n'est plus disponible. C'est-à-dire que vous pouviez encore l'acheter, mais ça n'est plus disponible. C'est disparu d'Amazon et d'autres plateformes. Pourtant, ils sont là, les ouvrages réellement intéressant. Si vous adossez ça avec la psychologie des foules de Gustave Le Bon, et puis aussi d'autres ouvrages que je nommerai pas, parce que de nos jours, les algorithmes sont plus... je veux dire, il y a moyen que des protocoles se déclenchent, et puis j'aime pas être enquiquiné. Puis c'est vrai que même si j'ai pas une grande portée, même si j'ai pas une grande influence, il m'a été démontré par le passé qu'il m'est arrivé de dire des choses et que ça avait été repéré, puis il y a eu des conséquences, si je peux dire. Donc, on en prend, on en laisse, on n'en dit pas trop. On peut jamais aller tout à fait de nos jours au fond de notre pensée. Mais, il reste que c'est de bonne guerre, c'est tactique à ce niveau-là. Donc, vous avez vu l'or tomber. Il y a eu une correction quand même assez sévère, conséquente au renforcement du dollar américain, puis aussi à cause du pétrole, entre autres. Puis aussi, il y a des pertes en bourse que certains petits porteurs, pour se recapitaliser, ont été obligés de vendre de l'or. Donc, il faut comprendre que ça ne peut pas faire autrement que ça ne peut pas être comme ça tout le temps. Il n'y a pas de réelle panique encore.
Il n'y a pas de réelle panique encore. Donc, il n'y a pas de panique à y avoir, surtout quand il y en aura une. C'est pour un certain temps. C'est des phases, ça fonctionne par... Là, on a brisé les cycles habituels, les marchés ne sont pas normaux. Donc, c'est des plus petits cycles dans des plus petits cycles. Tout ça s'emboîte dans une grande rapidité, ça devient difficile un peu plus de suivre. C'est terrible, il faut suivre tout le temps les nouvelles, la macroéconomie. Il est intéressant de constater que si, comme je le pense, M. Trump est tenu, que justement, réussir à le convaincre à se lancer dans une guerre coïncide aussi avec ce que certaines agences n'ont pas le choix de rendre public par rapport à des décisions de justice. Puis il est aussi intéressant de comprendre qu'encore là, il y a eu contournement de tout ce qui est le contre-pouvoir américain, c'est-à-dire que c'est le Congrès qui doit voter les guerres. Un président n'est pas censé, comme ça, unilatéralement, sans raison, entrer dans une guerre comme ça. Puis vous avez dernièrement Tulsi Gabbard, qui est un autre, à mes yeux, une personne totalement incompétente, tant qu'à moi, qui a été obligé d'admettre devant le Congrès qu'il n'y avait pas de menace imminente qui justifiait comme ça une action unilatérale de la part du cabinet proche puis de M. Trump. Donc, si on regarde ça comme il faut, Madame Machin a considéré que son intérêt à elle de ne pas se perjurer était plus important que la fidélité. Donc, on voit qu'il y a certains de l'entourage de M. Trump, des futurs pantins, dont il y a certainement déjà des casseroles sur eux, pensent déjà à l'après-Trump. Donc, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. C'est certain que vous allez avoir des gens qui vont se lancer dans toutes sortes de théories alternatives, que M. Trump serait un clone, que ce serait un sosie, que ce serait ci, que ce serait ça. C'est l'art de se compliquer la vie. Personnellement, par expérience, c'est souvent ce qui saute aux yeux qui est la réalité. Dans le sens que moi, je pense pas qu'il y ait de complot d'une tellement grande complexité que ça. C'est clairement le même bonhomme, simplement il vieillit. Chose intéressante, par exemple, on a beaucoup parlé ses chevilles enflées, qu'il y en a qui sortent toutes sortes de théories sur ça. C'est simplement un bonhomme d'un certain âge qui a une hygiène de vie déplorable et qui est dépéri. Moi, je le vois comme ça. Donc, puis là, on pourrait s'étendre sur les symptômes, puis qu'est-ce qui engendre quoi. Il est clair qu'on lui administre des statines, entre autres, aussi par rapport à certaines tâches sur ses mains. Mais cette administration-là pourrait, jusqu'à un certain point, faire exprès. Mais alors là, la stratégie nourrirait quoi? Ça fonctionne pas, ça serait contre-productif, donc je considère que l'explication la plus simple est probablement la bonne, puis je me casse pas la tête avec ça, je me complique pas la vie avec ça. Il est clair que les Américains, les midterms s'en viennent, puis l'administration Trump voudrait au moins se montrer comme victorieuse à ce moment-là. Une des choses qui pourrait la montrer comme victorieuse pourrait faire en sorte, parce que techniquement les Américains, je pense pas qu'ils se sentent menacés existentiellement par l'Iran comme Israël pourrait l'être. Donc, on voit pas l'effet de rassemblement sous le drapeau qu'on a vu avec d'autres administrations, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, comment instrumentaliser ça pour les midterms? Il faudrait qu'il y ait des succès au sol. Puis je pense que Trump est assez naïf, qu'il est assez manipulé pour penser qu'en envoyant des troupes au sol, on sait que le USS Tripoli est en chemin. Il y a aussi une autre flottille qui s'en vient, puis possiblement que tout ça est lié à la prise de contrôle de l'île de Khark.
ce qui est, à mes yeux, un guêpier, un piège. J'avais dit il y a plusieurs années que les Perses ne sont pas des imbéciles. Ça fait plus de 20 ans qu'ils se préparent parce que Trump, pas Trump, c'était déjà à l'agenda. C'était inévitable, c'est pour ça que j'en ai parlé souvent, que ce que je prévoyais, c'était une guerre avec l'Iran. Mais souvent, je vais me tromper par rapport à un délai, c'est sur le timing que je me trompe. Mais ça, j'ai toujours été sûr qu'il y aurait un conflit. C'était, à mes yeux, l'évidence. Les agendas ne changent pas, les administrations changent, mais les agendas ne changent pas. Et comme je vous disais, à mes yeux, il n'y a pas réellement de démocratie là-dedans. C'est-à-dire que on va laisser se rendre un candidat qu'on tient déjà, toujours. Sur ça, juste à penser, par exemple, la politique de Louis XI, par exemple, au sens où on ne garde pas en poste quelqu'un qu'on ne tient pas. Ça ne sert à rien. Ce serait des prises de risques, ça amène du hasard dans le calcul, ça peut amener des imprévus. Puis je pense réellement que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a réellement aucune démocratie, en tout cas par rapport aux États-Unis, que tout se joue en sous-main et que réellement la démocratie, c'est l'aspect de surface. Parce que, par exemple, paradoxalement, ce qu'on appelle le Deep State, que certains voient comme le grand méchant loup, comme l'ultime mal, étrangement, c'est souvent ces structures-là sous-jacentes, liées entre autres au Pentagone, à la finance, qui ont empêché des catastrophes que justement des pantins mal avisés risquaient de causer. Comme par exemple, on l'a vu dans les années 60 par rapport à Cuba, puis la crise des missiles, et puis tout ça aurait pu être catastrophique. Et étrangement, qu'est-ce qui a servi de garde-fou? Ce sont des structures qu'on pourrait dire occultes, mais au sens pas occulte, au sens simplement de cacher, tout simplement, des guerres d'intérêt. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que tout ça devrait pas être inquiétant trop, dans le sens, préparez-vous, le coût de la vie va augmenter, c'est certain, 100% certain. Même si le baril revenait à un prix normal, il reste qu'il y a des infrastructures qui ont été frappées, qui vont prendre des années à être reconstruites. Ça ne peut pas faire autrement que d'influencer le prix à l'international. Puis, même quand il n'y a pas tant de dommages que ça au niveau de réserve, il reste que des consortiums et autres vont toujours se servir du contexte comme prétexte pour élargir leur marge de profit quand même au cas où et justifier des prix. Donc, de comprendre ça, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait logique, c'est même, j'irais jusqu'à dire, c'est sain. Même, peu importe, là, c'est pas une question de morale ici, c'est purement technique. C'est purement technique, c'est une question de pure logique, mathématique. Donc, oui, le coût de la vie va augmenter sensiblement. Oui, certains aspects par rapport, par exemple ici au Québec, au niveau local, par rapport au système qu'on se serait donné, qu'on aurait fait des choix de société. Oui, il y a des choses on n'aura pas les moyens. Oui, il va y avoir des problèmes structurels même à ce niveau-là, au niveau que ce soit les services à la population, ou alors on se servira de justificatif. Parce que nous sommes à une époque de transition. Puis on ne sait pas trop vers où on s'en va, que ce soit au niveau local ou international. Mais c'est sûr et certain que on ne laissera jamais une déstructuration, une crise ne pas servir. Ça sera tout le temps instrumentalisé et on ne peut pas rester entre deux chaises, on va tout le temps vers quelque chose. Toujours.
Et à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard. On va nous faire passer des choses pour des choses hasardeuses, malencontreuses, mais ça ne peut pas être le cas. Dans le fond, on compose avec ce qui se passe, on fait avec. Puis on a affaire à des gens qui sont maîtres dans l'art de faire avec. Par rapport à nos amis lanceurs d'alerte, que ce soit des ésotériques qui entretiennent l'angoisse dans leur public pour des raisons de ce qu'on appelle le biais négatif, pour les garder leur temps achève jusqu'à un certain point, parce que chez les plus jeunes, ça prend moins ça. Ça prend moins. Ma propre génération, les X deviennent plus vieux. La génération qui vient après sont moins fascinables par ce genre de discours-là, qui est une forme de messianisme ésotérique ridicule. Ben, ça dépend pour qui, là. Parce qu'au niveau des effets par rapport à la psychologie des gens d'avant, la génération d'avant, les baby boomers qui ont connu le milieu des années 60, la révolution tranquille, et puis qui ont fait table rase, puis eux, oui, ils vont plus embarquer dans des choses comme ça. D'ailleurs, si vous prenez Tulsi Gabbard aux États-Unis, pourquoi elle s'appelle Tulsi? Parce que ses parents étaient dans le nouvel âge et ils lui ont donné un nom hindou. C'est ça, les conservateurs américains? C'est-à-dire des gens qui n'ont rien de conservateur. Et on va nous parler des démocrates, certains démocrates avec une ligne dure comme néoconservateurs. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on est en train de se servir des concepts, puis du langage populaire pour manipuler. C'est de la psychologie des foules, c'est de la psychologie de masse. Puis parce que rien ne correspond à ce qu'on nous dit, mais absolument rien. D'ailleurs, ces gens-là sont tous d'anciens démocrates ou presque. Je parle le cabinet américain actuel. Donc, prenez Legault au Québec, qui se montre comme nationaliste, mais qui... Puis après, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme alternative pour quelqu'un qui serait nationaliste, légèrement, là? Ce serait le PQ. Mais on n'est pas dans le nationalisme. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas, par exemple, il n'y a aucun projet de loi pour une politique nataliste ciblée, par exemple. Il n'y a rien de ça. Que ce soit dans peu importe le parti, là, peu importe ce qu'ils disent, puis au niveau du concret, il n'y a rien de concret qui fonctionne avec le discours qu'on nous donne. Donc, par rapport à tout ça, puis aussi les chicaneries par rapport à prenez des gens qui, selon moi, ont joué avec le feu en capitalisant sur une mouvance prenez comme par exemple que ce soit, pour ne pas les nommer, comme Gloriane Blais, qui aujourd'hui est considérée par la majorité comme soit elle joue un rôle, puis c'est une actrice, puis elle mène des gens en bateau, soit elle a plus toute sa tête, ou elle serait dans les patates, si on peut dire, pour employer un langage populaire. Ce genre d'alternative-là, au niveau de la communication, ça s'effrite. Ça s'effrite. Puis j'avais d'ailleurs dit, votre position sera de plus en plus intenable. Donc, c'est pareil pour le reste. Par rapport à ce qui est arrivé, si on regarde nos ésotéristes, ça regarde mal. Parce que on a vu une certaine nervosité arriver, puis c'est à se poser des questions. Comment ça se fait que autant de gens avec des mœurs comparables et discutables puissent se retrouver impliqués dans les mêmes choses? Puis les liens avec la marque, puis un paquet d'autres choses, c'est plus que discutable. Il y a tout le temps
Il y a tout le temps des systèmes de cooptation à l'américaine, pas loin. Tout le temps. Ou bien un petit peu à l'européenne, mais là, on pourrait dire un petit peu crypto-maçonnique, des choses comme ça. Personnellement, moi, j'ai jamais vu des guerres occultes au sens que certains le voient. Ce que je vois, c'est des systèmes de cooptation, de collusion, de réseaux parallèles, justement aux agences de renseignement aussi, sont, elles, le vrai grand jeu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que on fasse? C'est d'observer, tirer son épingle du jeu. Là-dessus, moi, mon discours ne change pas. On ne peut rien faire d'autre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Ça permet de vous donner des nouvelles. On me dit qu'il y en a qui se demandaient ce que je devenais. Donc, je deviens rien. Ça reste pareil. Bonne journée. Au revoir.